Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. Je croyais que nous commencions à 14h. En fait, c'est 13h45. Je cède tout de suite la parole à Marietta Karamanli pour la présentation de son texte sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Oui, Président, il s'agit donc effectivement d'un avis, comme la Commission a l'habitude de le faire maintenant sur un certain nombre de textes qui viennent du gouvernement, sous le regard plutôt européen. Et donc c'est d'abord avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la réunion de rentrée de notre commission. Et donc cet exercice un petit peu nous permet d'apporter en commission et en séance après un éclairage européen à nos collègues. Souvent nous restons sous l'angle national, mais il y a aussi quand même des textes qui s'imposent à nous. Le texte qui a été adopté en première lecture par le Sénat au mois de juillet, il sera donc examiné aujourd'hui, à partir de tout à l'heure, dans 1 heure à la commission spéciale. Ce rapport pour observation donc me permet en premier lieu de revenir sur 2 textes européens majeurs, la législation sur les services numériques, le DSA, et la législation sur les marchés numériques, le DMA. La France a joué donc un rôle important dans leur adoption, puis ils ont fait l'objet aussi d'un accord entre les co-législateurs sous la présidence française du Conseil. Le projet de loi qui nous est présenté comporte des mesures nécessaires d'adaptation du droit français au nouveau droit de l'Union, mais pas uniquement, et donc je reviendrai dans mon propos. Le DSA et le DMA marquent donc la volonté de l'Union européenne de contrer la toute-puissance des grands acteurs majoritairement extra-européens qui dominent l'économie numérique et qui échouent, ou réchignent en tout cas, à mettre un terme aux dérives en ligne de certains internautes. Ces règlements seront-ils suffisants pour remettre à l'ordre dans le Far West numérique? Il est trop tôt pour le dire, en tout cas avec certitude, mais force est de constater que l'Union s'est dotée des outils appropriés pour y parvenir. L'approche donc européenne est la bonne, privilégier une régulation ex ante et asymétrique, c'est-à-dire proportionnée à la taille des acteurs. Les très grands fournisseurs de services numériques se voient justement imposer des obligations et des interdictions supplémentaires. Le DSA et le DMA entrent tout juste en application. Les acteurs concernés, qu'il s'agisse des autorités régulatrices ou des plateformes régulées, l'ont répété à plusieurs reprises lors des auditions. Ils sont concentrés sur la phase de mise en œuvre opérationnelle pour s'assurer du respect des règlements. Et je suis consciente que ces exigences de court terme d'ores et déjà perfectibles, mais elles ne doivent pas nous empêcher de voir plus loin et de dessiner des premières pistes d'amélioration. C'est le sens du rapport donc, portant observation. En premier lieu, le DSA poursuit un objectif d'apparence simple, mais ô combien complexe et pratique, rendre justement illégal en ligne ce qui est illégal hors ligne. Le texte oblige les fournisseurs à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables, qu'il s'agisse de la haine en ligne ou la pédopornographie ou de la désinformation. Et donc l'architecture de la mise en œuvre du DSA repose sur 2 étapes complémentaires. À l'étage du haut, la Commission européenne qui régule directement les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Ces acteurs donc, sont soumis justement à des obligations de diligence, je dirais, supplémentaires par rapport aux simples fournisseurs d'hébergement. Ils doivent, par exemple, engager un travail rigoureux d'évaluation, d'atténuation des 4 risques systémiques qui ont été notés. La Commission européenne a désigné en avril dernier, en 2023, les 17 plateformes et 2 moteurs de recherche comme relevant de ces catégories. Et nous y retrouvons les usual suspects, donc les suspects habituels comme Facebook, TikTok, X, et également des plateformes de marché telles qu'Amazon, Zalando et d'autres. À l'étage du bas, c'est les régulateurs des États membres qui gardent la main sur les fournisseurs des services numériques et qui, d'une part, ont leur établissement principal sur le territoire national et qui, d'autre part, ne sont pas directement contrôlés par la Commission. Donc voilà, il y a une séparation un petit peu des secteurs. Et dans chaque pays, chaque pays devra en tout cas noter, il est à noter qu'il doit nommer un coordinateur pour les services donc, numériques chargé de veiller à la bonne articulation des organismes
organismes nationaux compétents. Et vous l'avez vu, que le projet de loi prévoit à juste titre de désigner l'ARCOM, nous avons auditionné à différents niveaux, et qui devra donc se coordonner avec la CNIL et la DGCCRF, responsables respectivement des volets données personnelles et protection des consommateurs du DSA. L'une des forces du DSA réside dans sa capacité de dissuasion. Les coordinateurs nationaux et la Commission peuvent infliger des amendes à occurrence de 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Et à titre d'exemple, X a généré un peu plus de 4 milliards de dollars l'année dernière. Donc une amende de 240 millions de dollars ne serait pas anodine, alors que l'entreprise aujourd'hui n'est pas rentable, qui nous a été d'ailleurs exprimé lors de notre audition. En cas de manquement bien sûr répété, la Commission pourra également ordonner une mesure temporaire de restriction d'accès aux services fournis par l'entreprise, et rappeler aussi que le DSA apporte bien une contribution décisive à la lutte contre les contenus illicites, dont la haine en ligne. Une clause de réexamen justement figure dans le texte à l'horizon de 2027. Je recommande d'ailleurs d'engager le travail dès maintenant d'évaluation en amont de ce texte pour identifier les marges de progrès, et il y a quelques propositions, on peut les compléter. Je pense notamment à la nécessité de créer un régime de responsabilité spécifique aux plateformes en ligne pour que celles-ci ne soient pas considérées comme des simples hébergeurs. Et cette exception au régime de responsabilité limitée est justifiée au regard du rôle majeur joué justement par les algorithmes dans le traitement de l'information. En second lieu, le DMA vise aussi à renforcer la contestabilité des positions dominantes acquises par les géants du numérique. Plusieurs travaux menés par notre commission lors de la précédente mandature ont révélé que le droit de la concurrence traditionnelle n'était pas en mesure de prévenir justement et de sanctionner le fonctionnement oligopolitique de ces marchés. Et le texte donc crée en tout cas le statut de contrôleur d'accès, c'est-à-dire une entreprise de taille importante fournissant justement un service numérique essentiel. La commission a désigné au début du mois une première liste de 6 contrôleurs d'accès qui devront se conformer à leurs obligations d'ici le 6 mars 2024. Et parmi celles-ci, l'interdiction donc pour une entreprise de privilégier ses propres services par rapport aux produits qu'elle vend. Demain, les consommateurs donc européens pourront télécharger une application sur leur iPhone, par exemple, sans passer par App Store. Le DMA est un instrument donc clé pour équilibrer les relations entre les plateformes structurantes, leurs concurrents et leurs utilisateurs. Et de nouveau, donc, il me semble utile de réfléchir aussi à des évolutions à court et moyen terme. D'abord, dans la phase de la mise en œuvre justement qui s'ouvre, je propose que plusieurs États membres saisissent la Commission pour ouvrir une enquête de marché sur le réseau X, par exemple, aujourd'hui absent de la liste des contrôleurs justement d'accès malgré sa taille importante. Et le DMA qui prévoit d'ailleurs des critères qualitatifs qui permettent aussi de pallier la rigidité des critères quantitatifs auxquels ne répond pas X à ce stade aujourd'hui. C'est désormais en tout cas à la Commission de s'en saisir pleinement la question. Ensuite, dans la future phase de réexamen, j'appelle aussi à mieux associer les représentants de la société civile qui n'ont pas été suffisamment associés, dont les organisations de consommateurs au niveau européen, aux procédures d'enquête et de contrôle de DMA qui a été évoquée lors aussi de nos auditions. La régulation des grandes plateformes doit être transparente et ouverte, au risque de se limiter à un face-à-face opaque entre le régulateur et le régulé. Et je conclurai mon intervention en m'intéressant directement aux dispositions du projet de loi nous allons commencer tout à l'heure à examiner en commission spéciale. Je partage pleinement les objectifs du texte qui sont légitimes et doivent permettre à la France de se conformer à ses engagements européens. Je salue notamment la désignation future de l'ARCOM comme coordinateur national pour la France. Il s'agira bien sûr de l'une des premières autorités nommées en Europe après la commission des médias en Irlande en mars dernier. Je souhaite également signaler 3 points de vigilance qui gagnerait, me semble-t-il, à être traité dans le cadre de l'examen du projet de loi et à guider aussi nos pratiques à l'avenir. Tout d'abord, c'est la volonté du gouvernement de pré-transposer les textes européens en cours de discussion afin d'aiguillonner les négociations, me semble interrogeables et contestables. Et il est important que la France fasse valoir ses intérêts. C'est l'objet des échanges avec le Conseil, puisqu'il y a eu négociations et discussions. En revanche, la pratique de la pré-transposition crée un risque
crée un risque d'incompatibilité native ou prématurée. Et donc ça, il faudra vraiment rester un peu vigilant, à vouloir parfois tordre un peu le bras de ses partenaires. La France peut se retrouver avec le bras un peu tordu. Donc voilà, j'appelle un peu à la prudence. J'en veux pour preuve justement l'encadrement des crédits cloud qui figure justement dans le projet de loi déposé en mai, mais qui a été écarté du compromis trouvé par l'Union sur les Data Act en juin. Donc la France n'a d'autre choix que de remanier largement un peu ces mesures au détriment des impératifs de qualité et de prévisibilité du droit. Ensuite, plus gravement peut-être, certaines dispositions du projet de loi présentent un risque significatif de contrariété avec le droit européen. Ça, c'est plus sérieux. C'est pour ça que ça nous a été signalé lors de des auditions. Les représentants de la Commission, particulièrement, nous ont alertés sur l'opportunité contestable du surlégiférer en matière de régulation numérique, alors que le DSA et le DMA viennent d'être juste adoptés et mis en application. Je ne partage pas nécessairement cette observation qui est faite systématiquement par la Commission, mais je constate que les exigences a priori simples et prévues par ces textes ne sont pas respectées toujours par le projet de loi. Et donc le gouvernement propose par exemple de nommer, je cite un exemple, la DCCRF parmi les autorités nationales compétentes, alors même que le considérant le 112 du DSA précise que les entités désignées doivent agir en toute indépendance et ne pas recevoir d'instructions, y compris du gouvernement. Et donc, vous conviendrez que la DCCRF, c'est un service de Bercy, relevant justement de l'autorité et de son ministre de tutelle. Donc, voilà, ça peut poser aussi une question. On l'a dit, et il est important qu'on le rappelle pour qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Enfin, j'appelle aussi à renforcer un peu la dynamique convergente des droits français et européens. La lutte contre justement les appels à la violence sur les réseaux sociaux est l'une des politiques propices à ce travail. Le projet de loi SREN a été débattu au Sénat dans le contexte des émeutes consécutives à la mort dramatique d'un adolescent. Un amendement y a ainsi été déposé pour permettre à l'autorité administrative de formuler une injonction de retrait de contenu sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a obtenu le retrait de cet amendement et a mis en place un groupe de travail transpartisan auquel nous avons participé pour affiner ces questions. Sans préjuger des propositions qui seront formulées par nos collègues, il me semble indispensable de rappeler que le DSA renforce nos moyens d'action pour lutter contre les contenus illicites, dont l'incitation à la haine et à la violence. Le texte fixe notamment justement les règles harmonisées pour améliorer l'efficacité des mécanismes de signalement et de retrait des plateformes. Et la Commission doit encore davantage accompagner les États membres sur le sujet, ce que nous proposons d'ailleurs dans un certain nombre de propositions à la fin du rapport. Je soutiens la démarche de la France aussi qui a demandé des clarifications sur le statut de certains services de messagerie proposant des canaux de discussion ouverts, tels que Telegram. Et ces hébergeurs ont joué donc un rôle propagateur, je dirais, lors des émeutes de l'État. Ils pourraient aussi être qualifiés de très grandes plateformes et donc être aussi soumis à des obligations de diligence supplémentaires. Et enfin, j'ai exprimé dans le projet de rapport aussi le regret que la négociation et l'adoption de textes européens aussi structurants pour l'avenir restent pour nos concitoyens parfois opaque, se déroule à l'écart des parlements nationaux également. Et certes, la procédure européenne y a sa part, mais dans d'autres États, par exemple comme l'Allemagne, les échanges entre gouvernements, parlements sur les importants sujets sont débattus plus ouvertement et les propositions sont plus partagées entre les institutions. C'est une observation du même type qui a été faite, que nous avons constaté aussi avec Alexandre Rold sur l'autre rapport que nous sommes en préparation sur les règles budgétaires. Voilà, c'est les rencontres avec d'autres États qui nous amènent à dire que parfois on devrait être aussi traité de la même manière qu'ailleurs. Donc c'est une observation de même type qui pourra être faite dans le cadre de nos réflexions, donc comme je disais, de règles budgétaires. Et brièvement, c'est quelques réflexions que je souhaitais un peu partager avec vous à ce stade rapidement, quelques minutes avant
l'ouverture de l'examen du texte en commission spéciale. En tout cas, je me réjouis de pouvoir aussi que nous puissions ensemble débattre des enjeux de la régulation numérique près d'un an après l'adoption formelle de DSA et de DMA, et qui me semble, comme je le disais, Monsieur le Président, essentiel de pouvoir poursuivre l'évolution de ces textes et l'application vraiment de ces textes dans les différents États, y compris chez nous. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce travail extrêmement complet qui a été réalisé dans un temps contraint et dans l'été. Donc merci beaucoup pour cela. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Denis Masseglia pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. 3 minutes pour parler de ce sujet, c'est au moins 20 minutes manquantes, mais on va tâcher de faire ce qu'on peut. Je tiens d'abord vraiment à souligner la qualité du travail de Madame la rapporteure sur ce projet de loi qui est ô combien important et ô combien attendu. J'ai moi-même l'honneur d'être rapporteur thématique dans ce cadre, et donc je vais devoir vous abandonner à 15h pour rejoindre la commission spéciale, mais je crois que vous faites aussi, Madame la rapporteure, partie de cette commission spéciale. Je disais important parce qu'il nous permet à nous, parlementaires, de nous emparer pleinement de la question de la sécurisation de l'espace numérique. L'enjeu ici est de mieux protéger nos concitoyens, nos entreprises, nos enfants et notre démocratie. Attendu, parce qu'il vient enfin retranscrire dans le droit français des décisions prises collectivement à l'échelle européenne, décisions indispensables au travail de sécurisation de l'espace numérique que je viens d'évoquer. Et je rappelle que ça a été travaillé et poussé par la présidence française du Conseil de l'Union européenne, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, avec un engagement du président Macron extrêmement important. Le DSA et le DMA visent avant tout à protéger les Européens lorsqu'ils sont sur Internet et à construire un marché unique dans lequel on donne aux entreprises locales l'opportunité d'être compétitives. Sur ce sujet précis, lors de la précédente législature, j'ai eu l'occasion de me rendre aux États-Unis, où j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs français qui m'expliquaient alors très clairement et très sérieusement qu'ils préféraient se développer là-bas, parce qu'à l'inverse des 330 millions d'Américains et de leur marché unique, en Europe, il y a 450 millions d'Européens avec 27 réglementations, obligations, stratégies commerciales différentes à mettre en œuvre. Et donc, ça ne permet pas à nos entreprises françaises de pouvoir se développer. Je tiens à souligner qu'il est absolument indispensable que ces 2 règlements, et vous l'avez dit, Madame la rapporteure, soient mis en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire européen. Travailler ce cadre à l'échelle européenne, c'est ce qu'il y a de mieux pour la France. Avant de finir, je tiens à noter que le temps de préparation de l'examen de ce texte a été extrêmement contraint, et vous l'avez dit, Monsieur le Président. Et aussi, voilà, j'ai un petit regret, c'est que dans les auditions que vous avez eues, il y a un certain nombre d'entreprises, d'établissements gouvernementaux, mais que très peu d'entreprises, puisque je crois qu'il n'y a que X que vous avez auditionné, et aucun représentant aujourd'hui des usagers. Et j'aimerais conclure sur ce point-là, Monsieur le Président. Le sujet numérique étant vraiment un sujet qui est porté à l'échelle européenne, peut-être que notre commission pourrait se saisir de façon transpartisane tout au long des 4 ans qui nous restent, pour essayer d'avoir une veille sur les sujets, pour finalement ne pas malheureusement subir un peu comme on le fait actuellement, mais essayer d'anticiper tant faire se peut les prochains sujets qui vont arriver. Et vous m'avez dit, Madame la rapporteure, avec le Cloud Act qui devrait pas tarder d'arriver, il y a pas mal de sujets sur lesquels une veille serait positive pour nous. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le groupe Rassemblement National pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Ce projet de rapport d'information soulève de nombreux points juridiques et sociétaux en lien avec l'omniprésence du numérique dans la vie de chacun. J'aimerais revenir sur quelques points précis du texte en vue de clarifier la position du gouvernement et de la majorité. Tout d'abord se pose la question des grandes plateformes en ligne, dites aussi VLOP, qui sont à la racine de ce projet de loi et du respect de leurs engagements. Ainsi, la 3e proposition du rapport suggère de procéder à un échange annuel de bonnes pratiques sur leurs obligations spécifiques. Je me demande donc ce que prévoit exactement le gouvernement en vue de garantir la force contraignante de ces bonnes pratiques à l'échelle de l'Union européenne pour éviter de créer de nouvelles normes de droit mou sans application qui soient concrètes. Plus généralement, on ne peut renforcer ce que l'on qualifie d'ordre public numérique sans effectivité de la réglementation et sans sanction à ces manquements, et il convient d'y apporter une attention toute particulière.
Aussi, je souhaiterais obtenir des précisions sur la proposition numéro 7 que vous formulez, qui est relative à la création d'une autorité administrative indépendante chargée de la protection des consommateurs. Dans la mesure où il existe déjà 17 autorités administratives indépendantes, 7 autorités publiques indépendantes, n'est-il pas préférable de constituer au sein d'une autorité existante un service qui serait dédié à la protection des consommateurs ? En effet, je reste perplexe au sujet des risques de non-conformité avec le droit de l'Union et précisément le DSA que vous mentionnez à la page 45 de votre rapport. Alors, si la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est rattachée au ministère de l'économie et des finances et que les conditions de son indépendance ne sont pas garanties, je ne vois pas en quoi d'autres autorités comme l'ARCOM, qui est l'autorité pour la concurrence, ou encore la CNIL, ne pourraient pas travailler conjointement sur la protection des consommateurs dans le cadre d'un service qui serait interadministratif. Le corps du rapport envisage un temps de confier cette mission à l'ARCOM, mais la proposition que vous formulez, numéro 7, évoque plutôt la création d'une nouvelle autorité. Est-ce bien nécessaire, notamment au vu de l'importance que revêtent les droits des consommateurs et face à l'ampleur des risques auxquels ils sont opposés? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci, Madame la rapporteure, pour ce rapport que je trouve très instructif, en particulier toute la partie sur la législation européenne. Pour ma part, je vais concentrer mon propos sur la deuxième partie du rapport qui parle du projet de loi SREN et notamment que vous avez, dont le titre porte sur votre inquiétude sur la conformité au droit européen. Vous dites elle est contestable. Donc c'est là-dessus que je vais m'exprimer. Je vous tenais à vous dire aussi que concernant vos recommandations, certaines sont particulièrement pertinentes, peut-être même un peu timides à mon goût. En revanche, d'autres ne me conviennent absolument pas et cela justifiera mon vote sur ce rapport à la fin. Donc, sur le projet de loi SREN, vous soulignez en effet un manque de vision concernant la politique européenne d'abord. Il est dit dans le rapport que le gouvernement français veut jouer un rôle d'aiguillon avec ce projet de loi en anticipant la réglementation européenne du Data Act. Avec en exemple l'article 7 qui encadre le marché de l'informatique en nuage et en particulier les crédits cloud. Cette régulation est nécessaire pour protéger notre souveraineté, nos entreprises, notamment face à l'oligopole des géants américains. Sur le fond, nous pensons même qu'il faudrait aller plus loin, renforcer en plafonnant les montants des crédits cloud et en étendant la régulation aux particuliers et aux entités publiques. Mais le projet de loi traduit d'une certaine façon l'impasse, voire l'incohérence dans laquelle se trouve le gouvernement. Pour notre part, à la NUPES, nous assumons depuis longtemps de vouloir désobéir au droit de l'Union européenne pour infléchir les décisions prises au niveau européen lorsque nous défendons des positions qui vont vers un mieux-disant social ou environnemental, par exemple. Ici, je crois que le gouvernement se trouve un peu dans une contradiction parce qu'il n'assume pas au final et donc ne prévoit rien face aux contradictions dans lesquelles il se trouve. Par exemple, qu'adviendra-t-il de l'article 7 si l'accord sur le Data Act s'avérait moins ambitieux? Il y a fort à parier qu'on le viderait de sa substance au milieu des débats parlementaires. Ce serait donc un coup d'épée dans l'eau et malheureusement un nouveau coup de com' pour finalement se cacher derrière les décisions de Bruxelles. Comme vous le rapportez, nous sommes face à la même incertitude pour tous les articles notifiés à la Commission européenne, dont on recevra l'avis qu'après la fin des débats parlementaires, puisque ce texte est en procédure accélérée, ce qui est aussi un choix du gouvernement. Voilà, il y a un manque de vision concernant l'efficacité et la proportionnalité des dispositifs. Concernant la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques, je crois que vous le dites en deuxième partie, cet objectif est légitime, mais on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé au Royaume-Uni et en Australie. Et on ne peut pas faire comme si tout cela ne se résumait pas finalement à un solutionnisme technologique et qui ne prévoit aucune politique de prévention et d'éducation pourtant indispensable. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Henri Alfandari pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Madame la rapporteure, dans ce nouveau champ de liberté qu'est le numérique, la loi doit protéger en particulier les plus vulnérables. Mais dans cet espace sans frontières, l'action du législateur français, seul, placerait la France dans une situation isolée, voire impuissante. À ce titre, le groupe Horizon Apparenté salue l'adoption des différents règlements européens, en partie transposés au sein du projet de loi sur le numérique que nous examinerons bientôt. Ces règlements traduisent la puissante volonté de faire de l'Union européenne une terre souveraine en matière numérique et protectrice des dangers auxquels nos concitoyens sont trop régulièrement exposés. Votre rapport se concentre tout particulièrement sur les règlements DMA-DSA,
permettant respectivement d'encadrer les activités économiques des grandes plateformes et de s'attaquer aux contenus et produits illicites proposés en ligne. Un régime de responsabilité est mis en place pour les hébergeurs et les plateformes de contenu. Ces derniers peuvent bénéficier d'une exonération de responsabilité si, dès qu'ils ont connaissance d'une activité ou d'un contenu illégal, ils agissent promptement pour retirer ce contenu et rendre l'accès impossible. Madame la rapporteure, vous proposez dans ce rapport d'intégrer la transparence et la neutralité algorithmique parmi les conditions d'exonération de responsabilité. Je pense que nous pourrions aller plus loin. La responsabilité des plateformes de contenu est une chose, mais il faut aussi en rappeler la responsabilité individuelle. Il existe aujourd'hui en France des initiatives, comme France Identité ou France Connect, visant à permettre une meilleure identification des utilisateurs et à faciliter leur connexion aux services régaliens. Ne pourrait-on pas imaginer une exonération de responsabilité pour les plateformes et hébergeurs, obligeant une identification de l'utilisateur via ces systèmes agrégés ? Ces plateformes pourraient alors être déchargées d'un contrôle systématique et économiquement coûteux vis-à-vis de contenus dont l'origine serait facilement identifiable et ainsi plus largement protéger la liberté d'expression des utilisateurs. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres... Jean-Luc Warsmann pour le groupe Lyot. Oui, merci. Juste pour un mot de soutien au travail de la rapporteure et pour dire combien à la fois la transposition de droit français, directive européenne et la sécurisation des espaces numériques est vraiment un intérêt général. Et je pense que ce travail y participe. Merci. Merci beaucoup. J'ai une dernière demande de prise de parole de Charles Sissenstuhl pour le groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président. Féliciter notre vice-présidente Karamanli pour son travail. Moi, j'ai 3 petites questions. La première, vous avez évoqué au début, chers collègues, le risque de surlégislation. Enfin, on parle de surtransposition. Enfin, est-ce que c'est ça bon, et moi, j'ai cru comprendre qu'en France, on ne voulait plus faire de surtransposition. Donc, est-ce que vous pouvez un peu plus étayer, notamment nous donner votre point de vue politique sur ce sujet, et est-ce qu'il y a d'autres exemples? Deuxième question, s'agissant de vos recommandations, la recommandation 5, est-ce que vous pouvez un peu l'approfondir? Donc, elle dit établir à droit constant une doctrine consistant à faciliter l'ouverture d'enquêtes de marché à la demande des États membres. Alors, on a tous en tête ce qui s'est passé il y a quelques jours s'agissant des voitures électriques chinoises. On est sur un sujet industriel. Est-ce que vous cantonnez là au numérique ou est-ce que vous voulez élargir ça à toute l'économie? Mais je trouve ça intéressant. Et troisième remarque, moi j'avais la même concernant la recommandation 7. Un peu étonnant là qu'on soit sur cette facilité qui consisterait à créer une nouvelle autorité administrative indépendante. Par ailleurs, vous parlez là de protection des consommateurs au sens large, donc on n'est plus vraiment sur le sujet. Donc je trouvais que cette recommandation-là était peut-être un peu cavalière. Voilà. Et je partage aussi, pour le coup, l'idée qu'on a probablement trop d'AI dans notre pays et que nous ne sommes pas en manque. Merci. Merci beaucoup. Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Alors, plus qu'une question précise adressée à Madame, notre rapporteure, que je félicite pour la qualité et la profondeur de son travail, c'était une remarque d'ordre un petit peu général, parce que aussi bien vous-même que Monsieur Masseglia faisait état de notre volonté collective, qu'il nous faut peut-être renforcer, de pouvoir assurer un suivi et une veille beaucoup plus systématique, beaucoup plus régulière, en profondeur de tous les travaux européens menés dans le domaine du numérique au sens très très large. Alors, je voulais juste rappeler que sous la mandature précédente, il y avait eu 2 rapports d'information sur le DSA et sur le DMA. Sur le DMA, c'était notre collègue Christine Aignan qui avait présenté un travail tout à fait passionnant. Et puis, j'avais eu l'honneur, avec notre collègue Aude Bono-Vandorme, de mener un travail qui a abouti à un rapport d'information sur le DSA. Il y a actuellement une autre législation européenne en devenir, qui est actuellement en cours de discussion au sein des institutions européennes. C'est l'acte sur l'intelligence artificielle, pour lequel j'aurai, j'espère, au cours de l'automne, l'occasion de présenter une communication à notre commission. Là aussi, il y a des enjeux considérables qui se jouent, et l'Europe essaye de réguler, non sans mal. Voilà, mais je pense qu'effectivement, on peut tout à fait, assez collectivement et de manière transpartisane, adhérer à la nécessité de renforcer notre travail commun sur tous ces enjeux tout au long de la mandature. C'était tout ce que je voulais rajouter. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous et merci à vous toutes et tous pour vos interventions. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui,
Merci d'abord pour toutes les interventions qui marquent bien l'intérêt que nous portons de manière commune, quelles que soient nos origines politiques, sur le sujet donc du numérique et comment finalement on associe à la fois les parlements nationaux aux réflexions qui peuvent être menées au niveau du gouvernement, mais aussi en lien avec le droit européen. Pour 2-3 questions qui ont été posées par les collègues, c'est la primauté du droit européen, en fait, sur lequel je m'appuie concernant le DSA. Et c'est un règlement donc, qui a été mis en application. Donc effectivement, c'est pour répondre à ma collègue, Madame Kirikou, sur justement la question de... Voilà, Chirikou. Pardon. Non, mes excuses. Bon. M'a troublée. Voilà. Mes excuses, c'est vraiment sur la question donc, de la primauté donc, du droit européen, sur lequel vraiment je voulais insister. Il a été signalé justement la question de ce que nous avons observé au Royaume-Uni et en Australie. Oui, on l'a d'ailleurs soulevé à chaque fois qu'il y a eu des auditions, et également, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, heureusement, une coopération de la part de la France avec ces pays pour pouvoir avancer, parce qu'il nous a été bien dit qu'ils ont eu des difficultés à mettre en place, à trouver des solutions, et même quand ils ont trouvé des solutions, à les mettre en place et avoir des résultats positifs. Donc, il ne faut pas abandonner. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je crois qu'il faut continuer justement à travailler avec ces pays qui ont tenté des solutions, qu'il faut regarder comment nous pouvons travailler ensemble dans le cadre européen et même pan-européen. Et sur la question de veille, je reprends un petit peu les parts thématiques. C'était mon collègue Masseglia Denis qui a soulevé la question de la veille et la suite, ce que j'ai proposé effectivement, et je te rejoins tout à l'heure effectivement quand tu disais aussi tous les travaux qui ont été réalisés précédemment dans la législature, on en parle à la page 18 du rapport, justement parce que c'est important de ne pas oublier ce que la Commission a déjà préparé précédemment. Nous nous inscrivons dans une continuité d'un travail qui peut être critique, qui peut mettre en place aussi des évolutions nécessaires. Et pour ça, d'ailleurs, je dis qu'il faut continuer, Monsieur le Président. Nous avons des outils qui nous permettent de le faire. Nous avons des référents qui s'occupent du secteur numérique. Nous pouvons finalement, dans les mois qui viennent, les 2-3 années qui sont devant nous, de pouvoir finalement continuer à cette évolution du texte, enfin de l'application de ce texte, et parce que nous a bien été confirmé, quand nous avons soulevé ces questions-là auprès de la Commission, lors des auditions, nous a été effectivement... on peut créer un espace de dialogue pour pouvoir repérer les limites ou en tout cas des choses qui n'ont pas été couvertes ou qui sont mal appliquées dans les différents États et prendre en compte les besoins des États aussi. On peut parler un petit peu justement sur les contenus illicites, mais également sur la pornographie, etc. Et sur la question... leur primauté du droit européen. Sur la proposition, la question qui a été posée sur la proposition 7, en fait, c'est pas du tout cavalier de ma part, du tout. En fait, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent un peu depuis très longtemps, il s'agit parfois aussi d'un peu de secouer et dire, voilà, oui, parler de création, c'était M. Thibault aussi qui l'avait soulevé, créer une autorité autonome, indépendante, oui, ça peut être une solution, mais j'ai dit dans le rapport également, à la page 45, lorsqu'on parle de l'ARCOM pourrait se saisir de cette compétence. Donc, moi, j'ouvre un peu la réflexion. Création, oui, mais si on ne veut pas de création, après tout, ce n'est pas forcément nécessaire de créer une nouvelle, au moins que l'ARCOM, en tout cas celle qui a été désignée, puisse prendre des compétences complémentaires pour pouvoir couvrir. Voilà, et ça n'a pas été rejeté, en tout cas lors des auditions lorsque ça a été soulevé. Sur la DCCRF, je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste particulièrement, c'est un service qui est lié qui est de Bercy, qui est lié finalement au ministre. Donc effectivement, c'est pas forcément une autorité, enfin c'est pas autonome, totalement indépendant. Je pense que avec l'ARCOM, nous devons continuer à travailler pour que ça puisse couvrir de manière plus indépendante finalement ces champs qui relèvent de la DCCRF. Voilà.
une discussion qu'on aura dans l'hémicycle également, je pense, à suivre. Et peut-être dans les évolutions peut-être futures. Et c'est que sur les usagers, on en parle et on n'en parle pas. On en parle puisque finalement on a pu auditionner UFC Que Choisir lorsqu'il y a eu la table ronde. On a croisé aussi effectivement à la fois les auditions qui étaient proposées dans le cadre de la commission spéciale et en même temps les autres. Il y avait plusieurs quand même rapporteurs. On a essayé de suivre le maximum et de ne pas répéter plusieurs auditions des mêmes personnes. Donc UFC Que Choisir nous a donc apporté quelques éléments, pas suffisamment, je le dis aussi, donc il faut peut-être affiner un peu cet axe-là, et nous avions sollicité le BUC, le Bureau donc européen des consommateurs, qui couvre un petit peu de manière plus large d'autres acteurs représentant des usagers et des consommateurs, et qui n'a pas pu qui n'a pas donné suite. Les délais étaient, comme ça a été rappelé, très très courts, très restreints. Mais je pense que dans la veille et le suivi, nous pourrons finalement continuer. Donc c'est pour ça que je voulais apporter aussi à votre connaissance. Sous la proposition aussi de M. Lafandéry, moi je partage effectivement sur la question de travailler plus avec France Connect. Voilà. Alors de quelle manière, c'est aussi de l'expérimentation qu'il faut peut-être aussi mettre en place, toujours bien sûr dans le respect du droit européen. Et je pense qu'on peut le faire de manière envisageable, en tout cas dans ce qu'on connaît dans les exemples précédents qui ont été menés dans les réflexions sur l'identité numérique plus particulièrement. Voilà. Et je ne pense pas avoir oublié donc le suivi des questions sur les entreprises. Alors oui, j'ai répondu sur les questions des entreprises, pourquoi X, etc. En fait, on a cherché à auditionner pas toutes les entreprises finalement, ou en tout cas plateformes qui pouvaient être concernées, puisqu'il y a eu plusieurs travaux par la commission spécifique. Donc on a choisi d'auditionner Twitter, parce que justement, vis-à-vis de positionnement de Twitter, des difficultés aussi qui ont été annoncées économiques et de son comportement de se retirer aussi d'un certain nombre de réglementations, il nous semblait intéressant d'écouter, de voir et de le prendre en compte aussi dans notre réflexion et recommandations à faire. Je ne pense pas oublier. Je voulais plus particulièrement à cette fin et avant d'aller rejoindre peut-être les travaux de la commission spéciale, je voulais particulièrement remercier notre administrateur, Alan Cardin, qui a été. C'est très récent que nous travaillons ensemble. En fait, dans des délais vraiment extrêmes, nous avons pu entrer dans un texte très technique et dégager finalement des éléments qui liaient à la fois à la réglementation européenne et aussi le texte national qui va être soumis à tous nos collègues dans quelques instants. Et voilà, je lui souhaite aussi une bonne évolution dans sa carrière et son engagement. Je sais qu'il va peut-être nous quitter, Monsieur le Président, il y a quelques temps. Il est en bonne santé, hein, rassurez-vous. Il va juste. Il a résisté. Il va juste je ne l'ai pas torturé. Il va juste dans une autre commission. Oui, mais c'est une très grande commission. C'est vrai. Non, mais merci beaucoup, Madame la rapporteure. Et je me joins évidemment aux félicitations que vous avez adressées à Alan à l'instant, qui effectivement a réalisé toute l'année passée un travail excellent au sein de notre commission, qui a été toujours apprécié par celles et ceux de nos collègues avec lesquels il a pu travailler. Et donc je me joins à ces félicitations et je lui souhaite le meilleur pour la suite au sein de notre maison. Merci Madame la rapporteure. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je dois vous interroger sur le fait de savoir si oui ou non la commission autorise-t-elle le dépôt de ce rapport d'information. Oui, le dépôt. Madame. Il n'y a pas d'opposition. Dans ce cas, très bien, vous pourrez aller le défendre devant la commission spéciale un peu plus tard aujourd'hui. Voilà. Et en séance publique, évidemment. Voilà. Et donc voilà, merci beaucoup mes chers collègues. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 27 à 13h30, pour un échange avec Pervenche Berès, Gaël Marty et Christine Verger, qui sont les membres du groupe de travail franco-allemand sur la réforme des institutions européennes. C'est une audition importante, donc je compte sur votre présence. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.